Düsseldorf en 1929, la panique s'est emparée de la population, des médias et commence à gagner les services de police qui ne savent plus comment arrêter cette série de meurtres. Le vampire de Düsseldorf, comme on l'appelle, frappe plusieurs fois chaque semaine sans qu'on ne puisse prédire aucun de ses mouvements. Hommes, femmes, enfants, tous logés à la même enseigne, tous des cibles potentielles pour ce tueur assoiffé de sang. Les journaux locaux et les services de police reçoivent de temps en temps une lettre écrite au crayon bleu, accompagnée d'un croquis marqué d'une croix à l'endroit où il a enterré sa victime. On cherche et on trouve, à chaque fois. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de Peter Kürten. Me voici de nouveau, moi, le vampire de Düsseldorf que l'on cherche depuis si longtemps. Ma dernière visite remonte à samedi dernier au bal masqué du zoo. C'était très amusant. Il y avait un tiers d'hommes et 2 tiers de femmes. La plupart des jeunes filles avaient amené leur mère qui les protégeait, si bien qu'il n'y avait rien à faire. Mon père était un haut fonctionnaire, j'ai fait des études, mais je suis entrée dans une banque où j'ai été renvoyée à la suite d'une bêtise. J'ai étudié à l'académie de peinture de Düsseldorf, mais je n'ai pas réussi. J'ai vécu ensuite aux frais de mes parents. À la fin de mes études, je me suis sentie des tendances à la perversité. 60% des élèves des écoles que j'ai fréquentées étaient déjà vicieux, aussi bien les jeunes filles que les jeunes gens. Comment cela se fait-il ? C'est très simple, une trop bonne nourriture. Un jour, mes parents qui en avaient assez de ma vie de débauche m'ont conseillé de mener une existence raisonnable. J'ai été nommé inspecteur d'assurance. J'ai repris maintenant ma vie de jeunesse, je danse beaucoup, je suis le favori des femmes, quoique je ne puis pas les supporter, mais elles me supportent et elles me donnent de l'argent. Je me suis contentée de libérer de la pauvreté d'humbles âmes. C'étaient toutes d'honnêtes jeunes filles, aucune d'elles n'avait accepté mes avances. J'habite le plus souvent Lichtstrasse, je suis même allée une fois avec un policier qui habite cette rue à la recherche du meurtrier. Madame Meurer, qui a été attaquée, a déclaré il y a quelques semaines qu'elle avait reconnu son agresseur dans cette rue et elle l'a décrit comme un ouvrier. À cette époque, on a attaché beaucoup trop d'importance à son témoignage. On a aussi beaucoup trop écrit sur le papier que j'ai employé autrefois pour vous adresser mes lettres. C'est très simple, j'ai trouvé ce papier à la poste, dans une corbeille à papier, et c'est là que j'ai fait le dessin que je vous ai envoyé. Samedi, je me suis déguisée en vieille femme et j'ai dansé avec un haut fonctionnaire de police. Voici mon signalement. J'ai 1m68 de taille, je ne porte pas de lunettes, même comme déguisement, pour l'instant. Je suis habillée d'un pardessus de couleur maringo et d'un vêtement à carreaux. J'ai un chapeau vert et des souliers à tiges de drap, également maringo, avec des empeignes vernis. Pour le moment, j'ai un peu d'argent, si bien que je pourrais passer gaiement les fêtes du carnaval. Si la police arrive à s'approcher de moi, j'en finirai avec cette vie maudite. Vous entendrez bientôt parler de moi. Cette longue lettre, c'est celle qu'a écrit le vampire de Düsseldorf au journal La Liberté, le 1er mars 1930, après des mois de silence épistolaire. Et puis encore une fois, plus rien. Plus rien officiellement en tout cas, jusqu'au mois de mai de la même année, où il va enfin commettre une erreur qui va mettre les policiers sur sa trace. Dans la soirée du 14 mai, une jeune bonne marche tranquillement dans les rues de Düsseldorf pour se rendre dans un foyer de jeunes filles où elle devait retrouver des amis avec qui elle avait rendez-vous. En chemin, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui l'accompagne jusqu'au parc public et la fait un peu dévier de son chemin initial. Ça pourrait être une rencontre très romantique si le dit jeune homme n'avait pas essayé de l'entraîner dans un bosquet pour la tripoter. Comme elle résiste et crie, un individu surgit d'un coup devant eux. Il fait peur au jeune homme insistant qui l'importunait. Celui-ci s'en va et elle se retrouve en tête-à-tête avec cet homme d'une 40aine d'années a priori, bien sympathique de l'avoir sauvée de cette mauvaise passe. Mise en confiance par ce sauveteur, la bonne lui raconte qu'elle devait se rendre au foyer de jeune fille. Mais l'homme est très beau parleur, plein de charisme, et chemin faisant, elle accepte d'aller déjeuner chez lui avant d'aller à son rendez-vous avec ses amis. Il lui dit qu'après, il l'accompagnera pour ne pas qu'elle fasse de mauvaises rencontres. Mais une fois arrivée dans la pièce de vie de cet homme bien sous tout rapport, elle est prise de doutes et d'une appréhension qu'elle a du mal à définir. Mais elle se fait confiance et lui dit que finalement, non, elle a changé d'avis et qu'elle aimerait bien partir de suite. Quelques instants plus tard, ils quittent tous les deux la maison. Comme je vous l'ai dit, ils décident de l'accompagner pour ne pas qu'elle fasse de mauvaises rencontres soi-disant, et ils s'engagent dans la forêt de Grasenberg, toute proche, pour prendre un raccourci.
Soudain, la bonne est saisie violemment au cou, jetée par terre, frappée et violée. Mais il ne la tue pas. Il s'enfuit et la laisse partir elle aussi. Cet homme, ce sauveteur de bonne qui devient en un claquement de doigts agresseur et violeur, c'est Peter Kürten. Et il vient de faire la seule et l'unique erreur de sa carrière de tueur en série, laisser partir sa victime en vie. Une victime qui a tout vu de chez lui. Si vous pensez que la bonne est allée toquer chez les policiers directement, vous vous trompez largement. En fait, morte de honte, elle a écrit une lettre à une de ses amies pour lui raconter comment elle a failli y passer. Sur cette lettre, l'adresse de la destinataire est extrêmement mal écrite, peut-être le choc, et la lettre n'arrivera jamais à destination. Au lieu de ça, elle tombe dans les mains d'un tiers qui, face à ce récit terrible, parce qu'il l'ouvre évidemment, décide de remettre le pli à la police. Et hop, dans les bureaux, ça fait le lien directement avec le vampire de Düsseldorf. Et on va chercher la bonne chez elle pour la sommer de tout raconter quelques jours plus tard. Là où Peter pensait qu'elle ne se souviendrait jamais de l'endroit où il l'avait emmenée, il se trompait. Elle a toute sa mémoire, et voilà que la police en civil encercle la maison qu'elle montre du doigt. Sauf que quand il débarque à l'intérieur, il n'y a personne. Et il semble n'y avoir personne depuis un moment, au moins plusieurs jours. Évidemment, il n'est pas si bête pour rester là où il a emmené sa victime, même si elle disait ne rien savoir. En revanche, en interrogeant les voisins, ils ont maintenant un nom, Peter Kürten. Et le quartier où ce Peter habite a été criblé de crimes imputés au vampire de Düsseldorf ces derniers mois. Celle qu'on retrouve rapidement, c'est sa femme. Parce que oui, Peter est marié depuis des années. Elle est entendue à son tour et elle affirme qu'elle doit justement rencontrer son mari à 15h ce même jour. Je dis rencontrer car les deux sont séparés depuis un petit moment à cause entre autres des tromperies répétées de Peter. Comme s'il n'y avait que ça. Pour la police, c'est bingo. Toujours en civil, il cerne la place sur laquelle les époux doivent se retrouver et dès que Peter Kürten apparaît, il lui tombe dessus et le menotte malgré une très vive résistance du bonhomme. Une foule considérable se presse rapidement autour des policiers et tous les passants comprennent qu'il s'agit d'une arrestation vraiment importante car très musclée. Kürten habite depuis 3 ans dans une petite mansarde, sa femme a une très bonne réputation et elle travaille dans un restaurant du coin. Peter, lui, est employé comme cocher dans une fabrique de machines de la banlieue de Düsseldorf. Pas un gars de la haute. Vous pensez bien qu'on le presse de questions illico, et au début, il ne dit rien. Puis on le met face à la bonne qu'il a agressée le 14 mai et laissée en vie, et là, il avoue tout. Il déclare être le vampire de Düsseldorf. Alors, ni une ni deux, on l'emmène sur plusieurs scènes de crime, et il décrit tout en détail. Aucune contradiction dans les récits. Ça y est, c'est lui. Des années finalement à jouer au chat et à la souris avec la police pour se retrouver en tôle après une adresse mal écrite sur une lettre, c'est quand même pas de chance. En ville, tout le monde ne parle que de l'arrestation de Peter Kürten. Interrogé pendant plusieurs heures par les inspecteurs, il a d'ailleurs avoué tous les attentats et assassinats dont on cherchait en vain l'auteur, sauf l'assassinat d'Emma Gross, la prostituée, pour lequel la police pense qu'il ne peut, dans tous les cas, pas lui être imputé. En fait, elle a été assassinée dans un hôtel et dans des circonstances différentes, donc pour le coup ça ne colle pas du tout à son mode opératoire, si divers fut-il. Alors finalement, c'est qui Peter Kürten ? Il a 47 ans, il est plutôt élancé, les cheveux noirs, et rien dans son aspect ne montre la folie ni le moindre égarement cérébral. Il était toujours vêtu très correctement, il vit assez retiré, ne cause pas vraiment non plus à ses voisins. Ces derniers expliquent que tous les matins de très bonne heure, il avait l'habitude d'aller acheter plusieurs journaux, et il les lisait tous avec avidité. Les jours où on parlait de ses crimes, il se jetait littéralement sur les dernières publications, mais son entourage se disait qu'il était juste intéressé par les faits divers et par ce qu'en disait la presse. Pendant son très long interrogatoire, Kürten répond sans hésitation. Son ton est particulièrement monotone et il ne cesse de répéter « Maintenant, tout m'est égal ».
Il a été formellement reconnu par sa dernière victime, la bonne qui s'en est sortie et qui a mené jusqu'à lui, mais aussi par d'autres victimes survivantes qui ont gardé, vous l'imaginez bien, quand même beaucoup de séquelles physiques et des traumatismes psychologiques à vie. Curtin est un récidiviste. Quand je vous disais qu'il avait un gros pédigré, là, vous n'avez vu que la partie émergée de l'iceberg. Il est très calme, presque indifférent. Et la police a pris toutes les mesures pour qu'il ne se suicide pas, parce qu'il n'exclut pas cette possibilité. Sa femme aussi a été mise en détention provisoire en attendant, mais face à ses évanouissements répétés, elle est conduite très rapidement dans un asile d'aliénés pour être fixée sur son état mental, car elle dit n'avoir jamais eu le moindre doute sur les agissements de son mari. Pour elle, ce n'était pas lui qui était ce personnage terrible qui terrorisait la région. On apprendra quand même un petit peu plus tard que 8 jours avant son arrestation, il avait tout avoué à sa femme. Au moment de son interrogatoire à elle est donc au courant. Elle est peut-être sous le choc, ça c'est clair. Comme je vous disais, à mon avis, ils ne se sont pas séparés qu'à cause de ces coucheries. Mais alors, ma question à moi, c'est comment n'a-t-elle pas prévenu la police avant ? Était-elle encore si fidèle et loyale à son mari qui la faisait cocu depuis un bail et qui apparemment était un tueur sanguinaire ? Ce qui est dingue, c'est que même avec les aveux de Peter Curtin et les nombreux détails de ses déclarations, les policiers, notamment de Berlin, ont encore du mal à croire qu'il s'agit de lui. Et ils ont plutôt l'impression d'être en présence d'un maniaque de l'auto-accusation, malgré toutes les preuves qui pointent vers lui. Et d'ailleurs, au moment où il est en garde à vue, on apprend un nouveau crime. Le cadavre d'une fillette de 10 ans est découvert et l'enfant a été étranglé, ce qui met le doute. S'il est là, ça ne peut pas être lui. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en plus de la peur, tous ces meurtres et ces lettres étalées dans la presse allemande ont créé une fascination chez certains pour le vampire. Un tas de fous limite, et ce n'est donc pas impossible qu'à ce moment-là, l'un d'eux ait fait le coup. Le 27 mai, Peter commence à faire un peu l'inventaire de sa vie de criminel. Et alors là, les policiers ouvrent la boîte de Pandore. Un enfer brûlant enfermé dans un seul homme. Il commence par avouer 2 très anciens crimes. Plus il parle, et plus sa vie ressemble à un roman noir. Il raconte que lorsqu'il était adolescent, il avait des vues sur une voisine et voulait coucher avec elle. Mais ils avaient 15 ans et elle a refusé. Alors il lui a lancé une hache à la tête. Mais il était maladroit, il l'a manqué, et terrorisé, la petite blonde n'a rien dit à ses parents de cette mésaventure terrible. Alors Peter est revenu le lendemain. La jeune fille était en train de coudre tranquillement dans sa chambre, et là, un énorme pavé siffle à ses oreilles, mais la rate encore et va rouler sous le lit. Alors quand même, un peu timidement et un peu honteuse, elle raconte tout à son père. Le père en question va trouver Peter, mais le gamin sort un revolver et s'en sert. 5 coups. Le père reste debout, car encore une fois, Peter a mal visé. La police est alertée, mais à cette époque, elle met énormément de temps à se déplacer et arrive du coup le lendemain. Dans la nuit, Peter a eu le temps d'asperger de balles les fenêtres et la porte de la maison de la gamine. Il prend 16 ans de prison, mais il sort très vite avec le jeu des remises de peine. Après ce premier passage en prison, il devient cambrioleur. 34 vols à son actif et il est condamné à 7 ans de prison pour ça. Mais les portes s'ouvrent à nouveau et il recommence encore 14 autres cambriolages avec violence qui s'accumulent sur les premiers. Il prend encore 6 ans de détention. Mais son tempérament violent et bagarreur reprend vite le dessus quand il sort. Il prend part à plusieurs rixes et est toujours en prise avec la justice finalement. Il prend chaque fois des petites condamnations et sort plus tôt que prévu. Pendant la guerre, il se débrouille. Insoumis, il veut déserter mais on le rattrape et on l'emploie à quelques basses besognes. Pendant l'après-guerre, Peter a un métier pour l'état civil, maçon, mais ne l'exerce qu'à de rares intervalles. Il préfère compter fleurettes aux femmes et il faut voir de quelle façon il s'y prend. Il n'est pas très tatillon, il les choisit vieilles ou jeunes, il n'a pas trop de préférence. Il promet le mariage à toutes et n'en fait rien. Il est ce qu'on appelle un bel homme, et les victimes, trop heureuses d'avoir été choisies, s'appuient confiantes sur l'épaule de ce compagnon très charmant. Les économies se volatilisent de leur côté, et le bel amoureux ne les rappelle plus jamais. Les proies n'osent pas porter plainte, elles craignent d'être ridicules
ou l'aime encore tout simplement, et pense qu'un jour il reviendra, un peu comme un chien fidèle qui attend son maître, qu'il a abandonné au pied d'un arbre. Une seule parle à la police, et lui écope de 8 mois de prison pour ça. Après cette dernière condamnation, il se range, disons, et se marie avec une serveuse de brasserie. Le couple vient alors habiter la mansarde auprès de laquelle il a été arrêté des années plus tard. Et de nombreuses familles sont passées. La police essaie d'ailleurs, au moment de son arrestation, de promettre le secret et la protection à toutes celles qui voudront bien parler et témoigner, raconter les habitudes et les façons d'agir de Peter. Évidemment, les voisins ont rapidement compris qu'il trompait sa pauvre femme, et donc ça lui est revenu aux oreilles. Mais elle n'a rien dit, et Peter est resté maître de sa vie. Les voisins, globalement, ne l'aimaient pas, ce gars-là. Ils le trouvaient antipathique, lui ne parlait à personne et menait une vie complètement désordonnée. Mais personne ne pensait qu'il était l'égorgeur de Düsseldorf pour autant. Comment peut-on, de manière saine, imaginer ça ? On a pu remarquer qu'il y a eu quelques ratés dans toutes ces attaques de filles qui ont survécu, et notamment la dernière, celle grâce à laquelle il est derrière les barreaux. Quoi qu'il arrive, il pensait que les victimes étaient tellement terrorisées, peut-être honteuses aussi, pour certaines de l'avoir suivi sans arrière-pensée, qu'il était certain qu'elles n'oseraient rien dire. Sa femme est interrogée plusieurs fois, et quand même elle commence à y croire. Au mois d'août dernier, elle se souvient qu'elle venait de rentrer à 4h du matin, exténuée de son service. Son mari n'était pas là, il est arrivé vers 5h, complètement couvert de boue et ses vêtements pleins de sang. Elle l'a interrogé sur ses tâches suspectes, évidemment, mais il est devenu grossier et elle a lâché l'affaire. En fait, elle en est sûre maintenant. C'est bien lui le monstre que tout le monde recherche. S'ouvre enfin, 1 an plus tard, le 13 avril 1931, le procès devant la cour d'assises du vampire de Düsseldorf. Dans les rues, alors qu'on l'emmène au palais de justice, la foule se rue hurlante, prête à le lyncher. Il a fallu à la police beaucoup de sang-froid et de fermeté pour protéger le prisonnier de la fièvre de la rue. Son procès se tient dans la grande salle de gymnastique de l'ancienne caserne d'infanterie de Düsseldorf, transformée pour l'occasion en cour d'assises. Dès 7h du matin, il y a une foule très dense et un important détachement de police qui essaye de la contenir, non sans peine. Il est 10h moins le quart quand Peter Kürten fait son entrée dans le prétoire, les mains libres, sans menottes, et simplement accompagné d'un sous-officier de police et de son avocat. Peter se pose dans le box des accusés, étalant devant lui la documentation qu'il a réunie en fouillant dans sa mémoire, qui est d'ailleurs prodigieuse, et il entend bien faire usage de tout ça pour répondre aussi exactement que possible aux questions qu'on lui posera durant le procès. Malgré ce que vous pouvez penser, il est très pieux. Il a passé la journée de la veille à lire la Bible et à prier. Il a le visage rouge et flasque, et des yeux d'un bleu très clair, presque transparent. Le jury est composé de commerçants, d'artisans et d'ouvriers. Le président de la cour annonce que les débats sont ouverts et l'appel à témoins par contre n'aura lieu que le lendemain. Peter est accusé pour le moment de 19 assassinats, de 7 tentatives d'assassinat et de 30 incendies volontaires. L'accusation n'a pas retenu 28 autres tentatives d'assassinat et 35 autres incendies. On ne sait pas si c'est pour se faire mousser ou si c'est la vérité, et qu'il voulait aussi pointer du doigt peut-être l'inutilité de la police de Düsseldorf et de Berlin, mais il a avoué un beaucoup plus grand nombre de crimes que ceux qui ont été retenus par l'accusation. S'amusant même parfois à révéler l'endroit où, plusieurs années auparavant, il a caché des corps ou des armes du crime, comme un marteau ou une paire de ciseaux, qui lui ont servi à perpétrer des crimes. Parfois, il ajoute « J'ai mis le feu aux granges de paysans parce qu'il m'amusait d'entendre crépiter les flammes et éclater les grains. » L'horreur qui se dégage de cet homme est telle que son premier avocat, commis d'office, a été victime d'un malaise nerveux à la suite d'une entrevue avec lui et a renoncé à le défendre. Le 15 avril, durant l'instruction, les médecins le reconnaissent responsable de ses actes et d'ailleurs très, très intelligent. Il a bien compris que tous les psychiatres d'Allemagne, sans compter même ceux d'Autriche, voyaient en lui un cas pathologique des plus intéressants. Une démonstration vivante de la véracité de leur théorie sur la prédestination criminelle causée par la sexualité.
Il est complètement d'accord pour être placé dans un cadre scientifique et son procès sera entouré de cette curiosité médicale. Il a deviné que s'il récitait bien sa leçon de psy, il avait une chance d'entendre ordonner une contre-expertise qui, lui ouvrant les portes de l'asile, le sauverait du bourreau. Parce qu'on lui demande pourquoi il a fait tout ça, Peter se met à parler avec abondance des mauvais instincts qui s'étaient éveillés en lui dès ses premières années de vie. Pour cette nouvelle phase du procès, le huis clos a été ordonné. Seule une vingtaine de journalistes ont le droit d'être sur place. Il parle longuement de sa famille et de son enfance. Le père était un ivrogne invétéré et brutal, modeleur dans une forge, quelque part en Rhénanie. Toute la famille, qui comptait 10 enfants, vivait dans une seule chambre. Il explique avoir travaillé comme modeleur dans l'usine où était occupé son père, mais à 8 ans, il s'est enfui du domicile paternel et a vagabondé sur les routes pendant 3 semaines, couchant dans les voitures à ordures ou sur des tas de copeaux des scieries avant d'être repris par la gendarmerie. Il explique « Mon père était ivre et c'était presque tous les jours. Il battait ma mère devant nous. Souvent, il n'y avait rien à manger à la maison et mes sœurs m'ont raconté qu'elles devaient fréquemment se plier aux volontés du père, même en présence de notre mère. » Le président de la cour corrobore cette histoire en expliquant que le père Curten a en effet été condamné à 1 an et demi de prison pour inceste. Donc on a compris, enfance effroyable et même misérable, Peter n'a jamais vécu autrement que dans cette pourriture morale. Promiscuité dans cette maison où le père battait sa femme et violait ses filles. Ensuite, quand il a commencé à travailler, le jeune Peter fait l'objet de beaucoup de mauvais traitements de la part de ses patrons. Par exemple, il explique qu'une des punitions consistait à l'enterrer debout dans une fosse, avec seulement la tête qui émerge, les yeux tournés au soleil. Il change donc souvent d'emploi et tombe de plus en plus bas. Il fait connaissance avec la justice pour la première fois en 1898. Il explique que son premier incendie lui a valu 7 ans de travaux forcés et que ça remonte à 1904. Quand il est rentré chez lui, sa mère l'a jeté dehors. En 1913, il a pénétré dans une villa pour la cambrioler et s'est retrouvé face à face avec une jeune fille de 17 ans. Il explique alors qu'il oublie complètement pourquoi il est là et qu'il se jette sur elle pour l'étrangler très longuement. C'est aussi exactement ce qu'il s'est passé quelques mois plus tard avec la petite Christine Klein que j'ai mentionnée tout au début de cette saison. Il était rentré pour cambrioler et quand il l'a vue dans son lit, endormie, il a dit qu'il a été pris d'une telle excitation sexuelle qu'il a oublié complètement qu'il était venu pour voler et à la place, il l'a violée et tuée. Ok, donc le profil de vie, on l'a. Maintenant, on veut rentrer un peu plus dans le pourquoi, dans la psychologie de ce monsieur tout-le-monde. Peter confesse devant ses juges de nouveaux crimes dont il n'a jamais parlé, même dans les tout derniers jours de l'instruction. Ils ont été commis une 40aine d'années auparavant, quand il n'avait encore que 8 ou 9 ans. Il a assassiné 2 enfants de son âge qui jouaient tous les deux avec lui dans l'eau du Rhin, à Cologne, d'où il est originaire. Les gamins ont détaché un tronc d'arbre ou d'un radeau et s'en servaient pour leur baignade. À l'époque, c'est très rare que les enfants sachent nager. Il explique alors avoir été pris d'une irrésistible pulsion criminelle, la toute première de sa vie. Il pousse d'un seul coup sous les eaux l'un des 2 garçons dont le cadavre ne fut jamais retrouvé. L'autre petit s'est accroché désespérément au tronc d'arbre, mais Peter, cruellement, a fait tourner le rondin et l'autre a dû lâcher prise. Il explique « Je l'ai vu lutter contre la mort, étouffer, périr enfin, et cela m'a fait plaisir. » Puis à l'adolescence, il se prend de passion pour les récits de meurtres de Jack l'Éventreur outre-Atlantique. À l'époque, ça faisait la une de tous les journaux, et Peter déclare « Il a introduit dans mes veines un poison définitif. » Et puis, vous connaissez un petit peu la suite. Il a connu la prison pour des délits mineurs et il se faisait mettre à l'isolement à sa demande. Là, en parlant de ces moments pendant son procès, il se souvient d'un jour où un prêtre catholique était venu le voir, et comme il était mal en point, l'homme d'église s'est agenouillé et avait embrassé ses chaînes. À l'évocation de ce souvenir, il se met à pleurer. Mais quand il sort de prison, il devient d'un coup pyromane. La vue des flammes et la terreur des habitants provoquent en lui une joie très sadique. Puis ensuite, il arrivera au crime dont je vous ai parlé. Il est donc passé par beaucoup d'étapes criminelles avant d'en arriver à devenir le vampire de Düsseldorf. Il dit
Personne, aucun médecin, aucun psychiatre ne saura jamais ce qui peut se passer dans la tête d'un homme. Je ne sais pas moi-même ce qui s'est passé dans la mienne. Je croyais toujours que le crime que je venais de commettre serait le dernier. Puis, on demande à Peter de décrire ses crimes et ses perversions. Et là, il décrit tout en détail. Il s'attarde sur certaines victimes, dont il explique lécher le sang, et à la seconde où il coupe le cou des victimes, boire avidement le sang qui s'en écoule. Il parle ici de Maria Ann, la servante qu'il avait enterrée lui-même dans les bois sur la colline de la banlieue de Düsseldorf. Il a tout fait pour pouvoir la retrouver facilement, car il explique n'avoir jamais cessé d'être amoureux de ce corps-là. Chaque jour, pendant 1 mois, il est revenu se coucher auprès de la morte, écoutant au loin le son des cloches venant de la ville, qui répandait, dit-il, sur cette scène, une odieuse atmosphère de romantisme lugubre qui satisfaisait sa perversité. Après chaque crime, il rentrait chez lui couvert de sang, prétextant auprès de sa femme un saignement de nez ou une rixe. Et satisfait de ses mensonges, il se mettait au lit. Pendant le procès, Peter poursuit longtemps l'énumération de ses crimes, racontant comment il a assailli à chaque fois des femmes, des petits garçons, des fillettes, blessant les uns, tuant les autres et s'enfuyant à leur premier cri de terreur, revenant ensuite sur les lieux du drame pour jouir de l'agitation et de l'affolement que son crime avait provoqué. Le récit de ces crimes est interminable et particulièrement difficile à entendre. Il explique « C'était toujours la même chose pendant mes crises, il me fallait du sang. J'avais besoin de tuer. Je me serais attaqué aussi bien à un animal qu'à un homme, une femme ou un enfant. Plus la victime criait de douleur et de frayeur, plus elle perdait de sang, plus cela me mettait dans un état spécial. Il en était de même quand j'avais allumé un incendie. La vue des habitants qui s'enfuyaient en hurlant de terreur ou de désespoir exerçait sur mon être un effet extatique très particulier et je n'hésitais jamais, en pareille circonstance, à me mêler aux femmes qui criaient et pleuraient. » Il va même jusqu'à avouer que ce qui le comble d'excitation, c'est d'assister en cachette à ce qu'il arrive après à ses victimes. Par exemple, la toilette mortuaire par les membres de la famille avant l'enterrement. « Je suis évidemment sadique », sera sa conclusion. Peter Kürten, le vampire de Düsseldorf, avoue pas moins de 80 crimes. Ce qui n'est pas croyable, c'est qu'il plaide d'abord non coupable, alors qu'il a lui-même avoué et a raconté très longuement ses crimes. Ça n'a aucun sens. Mais rapidement, il change de tactique, plaide coupable, et il est bien entendu condamné à mort. Il est guillotiné le 2 juillet 1931 à Cologne, et parce que cet homme n'était encore pas assez spécial, alors qu'il est à 2 doigts de la mort sur l'échafaud, il demande au bourreau « Dites-moi, quand ma tête aura été coupée, pourrais-je toujours entendre au moins un instant le bruit de mon sang jaillissant de mon cou ? Ce serait le dernier de mes plaisirs. » C'est ainsi que se termine cette longue et très dense 18e saison de Crimes oubliés. Elle a été particulièrement difficile à produire car vous vous en doutez, ça a été un travail titanesque de remettre en forme ce puzzle avec toutes ces victimes qui s'entremêlent. J'ai adoré travailler sur cette affaire, j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Merci encore à tous pour votre écoute fidèle et pour vos partages nombreux que je vois tous, qui permettent au podcast de grandir semaine après semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle saison et pour déterrer ensemble un nouveau crime oublié.